Comme vous le savez, nous sommes en plein cœur de l'année Darwin, l'année du bicentenaire, et je ne sais pas encore si je dois me satisfaire ou m'affliger du fait que nous assistions à une sorte d'éclosion extraordinaire de darwinologie hebdomadaire dans toutes sortes de publications, dans toutes sortes d'interventions télévisées, dans toutes sortes de magazines, comme si la France découvrait qu'il y a 200 ans naissait effectivement quelqu'un qui allait sérieusement, très sérieusement transformer notre appréhension de la nature et du vivant. Je disais récemment, en plaisantant un peu, parce que aucune occasion n'est assez solennelle pour que l'on s'en dispense, que chaque spécialiste récent des boutons de guêtre de Darwin avait soudainement envie d'ouvrir une mercerie. Passé ce moment de commerce éditorial, qui a une chance tout de même d'être relativement éphémère, il restera, je l'espère, dans le public, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le public, quelques marques intelligentes de ce que Darwin nous apprend. Alors c'est de cela que je vais essayer de parler un peu aujourd'hui. D'abord en vous racontant l'histoire de la vie de Darwin, parce que j'estime de plus en plus qu'il faut le faire pour comprendre les conditions réelles de la genèse de la théorie. Ensuite, bien sûr, je parlerai de cette théorie elle-même et j'essaierai dans un dernier moment d'évoquer ce qui constitue ma pierre personnelle aux études darwiniennes contemporaines, c'est-à-dire l'articulation qui avait été bien mal perçue, ou qui n'avait pas été perçue du tout jusqu'au début des années 80, entre la biologie évolutive de Darwin et sa théorie de la civilisation. Commençons donc par nous demander comment Darwin est tout simplement devenu Darwin. Ce n'était pas si simple en réalité. Le jeune Charles Darwin naît dans une famille de la grande bourgeoisie anglaise issue de la révolution industrielle. Il a une double ascendance tout à fait remarquable. En ligne paternelle, il est issu d'une lignée de médecins quelque peu naturalistes, d'hommes de science en tout cas, une lignée fondée par Erasmus Darwin, qui avait comme caractéristique d'appartenir à cette sorte de famille de savants polygraphes typique du XVIIIe siècle, mais plutôt peut-être du XVIIIe siècle français que du XVIIIe siècle anglais, admirateur de la Révolution française, médecin, naturaliste, géologue, inventeur, mécanicien, inventeur de machines hydrauliques, de systèmes hydrauliques, philosophe et poète. Cet homme, qui attachait un prix considérable à l'exercice et à la connaissance de la médecine, eut un premier fils dont il voulut faire en quelque sorte son reflet et dont il exigea qu'il fût médecin. Le jeune homme fit effectivement de très brillantes études médicales. Brillante au point qu'un jour, faisant une démonstration, admiré de ses futurs pairs, il va malheureusement se blesser au doigt avec son instrument de dissection et mourir quelques jours plus tard d'une septicémie. Un autre fils, vaguement pressenti pour lui succéder, préférera se suicider un soir en se jetant dans la rivière. Et enfin, le dernier fils, Robert Waring Darwin,
le dernier fils de cette lignée, va donc voir tomber sur ses épaules le devoir un peu lourd de remplacer ce frère aîné qu'il admirait, que la médecine a tué. Et il va le faire par obéissance filiale et contre son gré, puisqu'il n'aime pas la médecine, qui lui a ravi ce frère tant admiré. Et il va, s'installant dans une sorte de vicariance d'abord malheureuse, réussir ses études de médecine, devenir médecin, et allant au-delà encore, devenir une sorte de médecin psychologue, trouvant toujours une manière de s'éloigner du corps pour s'adresser beaucoup plus à l'esprit et aux sentiments, car il était doué, comme le dira Darwin lui-même en 1876 dans son autobiographie, d'un sentiment de sympathie qui le rendait très cher à la plupart de ses patients et qui faisait qu'il arrivait à les guérir simplement en les écoutant. D'ailleurs, il avait fait une thèse, cet homme, une thèse de médecine qu'il a soutenue en 1785 à Leyde, une thèse sur les phosphènes en réalité, c'est-à-dire, vous savez, ces taches lumineuses qui persistent sur la rétine après un choc lumineux. Et il est intéressant de voir comment, au niveau même de sa recherche, il avait préféré les simulacres, ce qu'on appelle, enfin ce mot se dit ghost en anglais, des fantômes plutôt, que des objets plus directement charnels, ayant lui-même peut-être quelques problèmes avec son propre corps, puisqu'il avait dépassé les 152 kilos et que, paraît-il, lorsque son valet l'introduisait chez un client, il faisait d'abord vérifier les parquets. Ce dernier fils, en tout cas, va lui-même avoir une descendance. Nous y reviendrons. Revenons à Erasmus. Erasmus Darwin avait un ami qui s'appelait Josiah Wedgwood. Et si je vous en parle, c'est tout simplement qu'il va être le fondateur de l'autre lignée, la lignée industrielle, celle des Wedgwood. Et que ce Josiah Wedgwood sera le grand-père maternel, en quelque sorte, de Darwin. Alors, bon, ils se ressemblent à certains égards, ces deux personnages, parce que, comme Erasmus, Josiah Wedgwood est le dernier fils d'une lignée. Il fait partie d'une famille de potiers, il a 3 frères, il va apprendre la poterie, le travail au tour, et malheureusement, à l'âge de 10-11 ans, atteint d'une ostéomyélite du genou, il ne pourra plus travailler au tour, donc il ne pourra plus pratiquement faire de la poterie. Il veut cependant s'associer à ses frères qui ne veulent pas de lui. Il va donc se détourner de sa famille et entreprendre d'explorer une voie divergente qui va le conduire auprès d'autres maîtres potiers avec lesquels il va bien sûr se perfectionner, étudier les techniques de la céramique et plus tard, beaucoup plus tard, ayant lui-même inventé une nouvelle esthétique en matière de céramique décorative, il va devenir le potier de la reine, ayant réussi admirablement à travers l'écart qu'il a pratiqué par rapport à sa famille, en se dissociant des siens. Les deux hommes se connaissent, ils s'apprécient très fortement, ils ont en commun d'être tous deux des admirateurs des idées du siècle français, des Lumières, des idées issues de la Révolution française, ils ont en commun d'être des partisans de l'abolitionnisme, ils détestent l'esclavage et le combattent, et ils sont tous deux cofondateurs avec quelques autres grands savants de l'époque d'une fameuse, très fameuse Lunar Society qui va regrouper ce que l'Angleterre a pu compter d'esprits brillants en matière de sciences, mais aussi de philosophie, recrutant aussi bien parmi les physiciens, les grands industriels, que parmi les hommes de lettres ou les philosophes.
Il y aura dans cette Lunar Society, ainsi nommée parce qu'elle se réunissait, comme chacun sait, les soirs de pleine lune. Les routes n'étaient pas sûres. Eh bien, elle comportait des gens comme Priestley, comme Watt, qui vont, comme vous le savez, jouer un rôle très important dans l'essor des sciences et des techniques au XIXe siècle. Ces deux hommes, Josiah Wedgwood et Erasmus Darwin, étaient réellement très proches, et étant très proches, ils ont décidé un jour qu'ils uniraient leurs familles. Et c'est ainsi que le dernier fils Darwin, c'est-à-dire Robert Waring Darwin, le futur père de Charles, va épouser la fille aînée de Josiah Wedgwood. Ça se passera malheureusement après la mort de Josiah, qui survient en 1795, mais le vœu des deux fondateurs a été exaucé. Alors, Robert, qui va être donc médecin et qui va s'installer à Shrewsbury, au bord de la Severn, et qui va donc exercer la médecine pendant des années dans cet endroit où il jouit d'une réputation parfaite et également membre de la Royal Society, eh bien, de Londres, Robert va, relayant le désir de son propre père, exiger de son premier fils qu'il soit médecin. Et ce premier fils va faire des études médicales. Il va aller à Édimbourg parce que c'est la grande tradition. Il va réussir ses études médicales. Il s'appelle Erasmus Halvey Darwin. Il porte donc le prénom de son grand-père. Il va réussir ses études médicales, mais il ne pratiquera jamais la médecine, il deviendra une sorte de brillant causeur de salon, apprécié pour sa conversation, sa culture, son humour légèrement caustique. Mais il vivra de ses rentes et donc ne pratiquera jamais l'art pour lequel il est allé à Édimbourg. D'où, évidemment, le report sur le jeune Charles Darwin, le dernier fils de l'injonction transgénérationnelle d'être médecin. Alors, il se passe quelque chose d'extraordinaire parce que Darwin, le jeune Darwin, Charles, qui a passé son enfance à tricher avec les études, qui ne l'intéressent pas beaucoup, mais à s'occuper beaucoup d'histoire naturelle. Le jeune Charles Darwin va entreprendre effectivement officiellement des études médicales qui vont durer 3 ans à l'université d'Édimbourg, où il ne fera strictement rien à part s'amuser un peu avec ses camarades. Il va rater si superbement ses études de médecine qu'il va infliger en quelque sorte à son père une déception en quelque sorte, d'une manière absolument candide, en lui présentant un échec dont l'évidence est telle que le père, curieusement, en sera immédiatement convaincu. Le père va céder devant l'évidence de cet échec. Et Darwin avait comme caractéristique, figurez-vous, d'être pris de nausées, éventuellement d'être au bord de l'évanouissement lorsqu'il assistait à une dissection. Mais j'ai oublié de vous dire que le prénom du premier fils d'Erasmus Darwin était Charles. Charles Darwin, premier du nom, mort à 20 ans d'une blessure au cours d'une autopsie. Charles Darwin porte donc le prénom d'un mort, porte donc le prénom d'un oncle paternel qu'il n'a jamais connu et que la médecine a tué. Cette même médecine qui n'a pas pu sauver sa mère, qui est morte à l'âge de 8 ans, alors qu'il avait 8 ans, et que son père, médecin, n'a pas pu sauver non plus. Charles s'est donc absolument détourné de la voie qu'on avait tracée pour lui. Et c'est alors que son père,
va décider de l'envoyer à Cambridge pour faire des études d'humanité et de théologie en vue de devenir pasteur de campagne. C'est une histoire qui commence à être connue. Et c'est là, à Cambridge, que Darwin, ayant obtenu la clémence de son père, va se mettre véritablement à faire des études. Alors bien sûr, il lui faudra prêter serment aux 39 articles de la confession de foi anglicane, ce qui aurait pu poser quelques problèmes parce qu'il était par tradition familiale et surtout maternelle unitarien, c'est-à-dire qu'il rejetait le dogme du Dieu unique en 3 personnes, le dogme de la Trinité, qui était pourtant le premier article de la confession de foi anglicane. Il y aurait beaucoup à dire sur cette situation très particulière des unitariens par rapport à l'Église anglicane dans son ensemble. Une sorte de dissidence interne, mais que l'on tolère tout de même au sein de l'Église, et pourtant là se trouvent tous ceux qui vont apporter à la cause de la non-orthodoxie le support de personnalités scientifiques absolument éminentes, comme celle de Charles Lyell, le père de la géologie uniformitariste, c'est-à-dire l'actualisme, théorie des causes actuelles, de la nouvelle géologie qui commence à poindre sur le continent au tout début des années 1820 avec des gens comme Karl von Hoff ou Constant Prévost, que Lyell va rencontrer à Paris. Et tout cela va faire qu'au moment où Darwin achève ses études à Cambridge, quelque chose d'important va changer dans la science. Ce sera qu'on verra apparaître une géologie qui prendra le contre-pied de l'ancienne géologie des catastrophes, des grands cataclysmes, celle qu'on doit à Cuvier, à Alcide d'Orbigny, etc., et toute une tradition finalement très liée à la théologie chrétienne, une géologie qui n'a pas cessé de rechercher dans l'histoire de la Terre les traces soit du déluge, soit du paradigme réitératif du déluge. Donc un ferment comme ça dans l'unitarisme de dissension, d'écart, de divergence par rapport aux croyances imposées. Alors il va prêter serment, Darwin, parce que ça ne lui importe pas beaucoup. Il aime l'idée, dit-il, d'être pasteur de campagne. Et il est donc résolu à réussir ses études afin de pouvoir libérer tout ce temps qu'il espère avoir pour se livrer à ses études favorites, qui sont évidemment l'histoire naturelle dans son ensemble, peut-être un peu plus particulièrement l'entomologie. Et il va donc rencontrer à Cambridge un homme qui jouera un très grand rôle dans sa vie et qui s'appelle John Stevens Henslow. Henslow qui est botaniste, mais qui est aussi un excellent géologue, ami d'Adam Sedgwick qui enseigne la géologie à l'université de Cambridge, et qui a en commun avec ce dernier d'être aussi un révérend, d'être un membre du clergé anglican extrêmement orthodoxe. Il va se prendre d'amitié pour Darwin, il va en faire le compagnon de ses promenades, il va lui faire rencontrer au cours de ses soirées tout ce qui compte dans l'intelligentsia scientifique anglaise, ce qui évidemment contribuera à donner à Darwin une culture assez généraliste en matière de science et même en matière de philosophie. Lorsque s'achèvent ses études à Cambridge, lorsqu'il s'étant imprégné notamment de la théologie naturelle de William Paley, il va réussir son examen final, obtenir son diplôme et enfin partir en vacances. Eh bien, grâce à son amitié avec Henslow, ce dernier va pouvoir obtenir de son collègue Adam Sedgwick, l'un des représentants de cette ancienne géologie diluvianiste, cette géologie attachée à l'illustration du dogme, dirons-nous, il va obtenir d'Adam Sedgwick que le jeune Darwin puisse l'accompagner au cours d'une exploration géologique qu'il projette immédiatement dans la région nord du pays de Galles. Les deux hommes vont partir, le maître et l'élève,
commencer à se connaître et à s'apprécier. Ils vont passer une quinzaine de jours ensemble aux environs du mois d'août. Et comme il l'avait résolu, Darwin va prendre congé de Sedgwick au milieu de ce voyage d'exploration et il va se mettre en route pour retrouver les membres de sa famille maternelle à Mare Hall, demeure de son oncle Josiah Wedgwood, le deuxième du nom, hein, le fils du grand Josiah, fondateur des faïenceries, qui a repris la gestion donc de cet énorme patrimoine et qui a une affection toute particulière pour son neveu, et avec lequel, bien sûr, il projette l'ouverture de la chasse, qui est une sorte de rituel annuel qu'il entendait ne jamais manquer. Il va donc, sur le chemin qui va le conduire à Mare Hall, s'arrêter à Shrewsbury dans la maison paternelle et là découvrir une lettre de Henslow qui lui propose de partir comme accompagnateur naturaliste non appointé pour un voyage de circumnavigation à bord d'un navire qui s'appelle le Beagle, commandé par un jeune capitaine de 26 ans qui s'appelle Robert Fitzroy, et qui est chargé d'achever les relevés hydrographiques des côtes de l'Amérique du Sud. Entre autres missions scientifiques, parce qu'il y en avait plusieurs. Évidemment, le jeune Charles est, dans un premier temps, tout à fait enthousiasmé par une telle perspective, mais il a très vite conscience que son père ne pourra pas donner son accord et que, bien entendu, ces raisons seront incontestables. Il en parle cependant à son père, qui confirme son désaccord. Il écrit une première lettre de refus à Henslow, et puis il se rend, comme il l'avait prévu, auprès de Josiah Wedgwood pour l'ouverture de la chasse aux perdrix. Lui racontant l'histoire, il se souvient que son père avait assorti son refus d'une réserve consistant à dire « Si tu trouves cependant une seule personne de bon sens qui puisse me convaincre que ce voyage sera pour toi de quelque utilité, alors je donnerai mon consentement. » Eh bien, la personne de bon sens capable de convaincre Robert Darwin, c'était précisément Josiah Wedgwood, qui, dès le lendemain, raccompagne son neveu en voiture à Shrewsbury à une entrevue avec son père, qui, avec bienveillance, dira Darwin en 1876, avec une grande bienveillance, donne son assentiment au départ du jeune homme. Ce voyage, dira Darwin en 1876, a été de loin l'événement le plus important de ma vie. Il est en effet ce à travers quoi Darwin est réellement devenu Darwin. Nous verrons tout à l'heure exactement comment. Mais ce qui justifie que je vous ai parlé si longuement de ces configurations familiales, de ces configurations relationnelles à l'intérieur de la famille et de l'ascendance de Darwin, c'est que ce départ d'un jeune homme qui s'est écarté de la voie qu'on avait tracée pour lui et qui va accentuer sa divergence en prenant le large contre le premier avis de son père, ce garçon qui va devenir un fondateur lui aussi dans la divergence et dans l'écart, eh bien, il ne pourra le faire qu'au prix d'une négociation très particulière avec sa propre ascendance, et c'est à travers cette négociation qu'il pourra devenir lui-même le théoricien de l'ascendance. C'est au prix de la divergence qu'il pratique dans sa propre vie qu'il pourra devenir le théoricien de la divergence. Oui, mais alors, doit-on dire simplement que c'est en prenant le large qu'on peut trouver sa voie, comme je le dis dans ce petit livre que certains d'entre vous connaissent sur Darwin et la science de l'évolution? Ça serait un peu court si on s'arrêtait là. Car enfin, il désobéit et il trouve sa voie, c'est vrai. Il s'écarte, il diverge, il ne fait pas ce qu'on attend de lui. Mais cependant, si l'on réfléchit bien, il ne fait dans tout cela
que faire écho, dans une sorte d'obéissance parfaite et inconsciente, à une tradition dans sa propre famille de l'écart, de la divergence fondatrice, celle d'Erasmus Darwin, celle de Josiah Wedgwood. C'est autant par fidélité à une tradition masculine de l'écart dans la famille que par volonté de s'écarter soi-même de la voie qu'on a tracée pour lui que Darwin deviendra Darwin. Et en même temps, si l'on réfléchit à ce qu'il a fondé, théorie de la descendance modifiée par le moyen de la sélection naturelle qui repose précisément sur la variation, l'écart, la divergence évolutive, on se rend compte qu'il incarne dans sa propre vie les deux composantes qui vont justement contribuer à former l'évolution au sens darwinien du terme, savoir donc la variation et l'hérédité. Il va donc partir sur le Beagle. Alors là, bien sûr, on pourrait parler de ce voyage. Je crois que nous commençons simplement à le faire. Nous pourrions parler de ce voyage pendant des jours entiers parce que nous sommes en mesure de le raconter jour après jour. D'abord grâce au journal de Darwin, au diary, qui est le journal de bord, ensuite grâce au journal scientifique, le journal de recherche, qu'il va publier en 1839, donc 3 ans après son retour, et qui aura le succès qu'on sait. Nous pouvons détailler toutes les observations scientifiques jour après jour de Darwin lors de son périple et lors de ses explorations terrestres, et je l'ai fait dans l'article « Voyage d'un naturaliste » du dictionnaire du darwinisme. Donc évidemment, ceux qui sentent le besoin d'aller voir de plus près, eh bien, pourront toujours se référer à ce résumé scientifique du voyage. Bref, nous pouvons parler indéfiniment du voyage de Darwin parce que d'infinies plages de connaissances commencent à s'ouvrir aujourd'hui. D'ailleurs, je signale que nous allons recevoir bientôt dans cette maison la plus belle maquette jamais faite du Beagle. Elle sera reçue le 6 mai. Et elle ira rejoindre la grande exposition Darwin qui commencera un peu plus tard au parc de Bagatelle. Donc, j'ai le devoir absolu aujourd'hui d'écourter mon commentaire sur le voyage et je choisirai simplement 2 zones géographiques. D'abord, l'Amérique du Sud, l'Argentine essentiellement, et bien entendu les îles Galapagos. Alors, je vais devoir aller très vite. Que remarque-t-il au cours de son exploration de l'Amérique du Sud? Nous sommes un peu obligés de nous en tenir à l'essentiel. Eh bien, il remarque que des espèces animales présentent, suivant le degré de latitude, un certain nombre de dissemblances sur fond, bien sûr, de considérables ressemblances. Prenons par exemple un animal qui est devenu célèbre effectivement à cause du voyage de Darwin. Prenons ces fameuses autruches. On dit autruche. À ce moment-là, nous savons qu'il s'agit maintenant, puisque c'est l'Amérique du Sud, de Nandou, mais Darwin dit autruche. Alors, parmi ces 2 autruches qu'il va observer, l'une au nord de la Patagonie et au-dessus, si j'ai bonne mémoire, et l'autre plutôt vers le sud de la Patagonie, il va observer un certain nombre de différences intéressantes sur fond de ressemblances majeures. La ressemblance est évidente, c'est presque le même oiseau. Celle du nord est plus grande, la taille est plus grande, et les deux espèces présentent des différences qui tiennent par exemple à la longueur relative du bec par rapport à l'ensemble de la tête, etc. Celle du sud, je vous l'ai dit, est plus petite. Et Darwin, observant cela, a du mal à concilier ce phénomène avec quelque chose qu'il a appris à Cambridge
et que le créateur, qui a créé donc séparément toutes ces espèces, dispose d'un pouvoir de création infini. Il dispose d'une liberté créatrice totale. Pourquoi donc aurait-il, sur un territoire qui ne presque continu, créé deux espèces qui se ressemblent si fort et qui suggèrent évidemment l'idée d'une parenté qui pourrait les unir? Il va avoir une autre occasion de se poser cette question lorsqu'il va entamer ses études paléontologiques. C'est toujours en Argentine, c'est sur plusieurs sites, dont Punta Alta, qui est un site important, où il va découvrir des ossements du quaternaire argentin, les grands mammifères du quaternaire argentin, qui sont ce que l'on appelait, pour l'essentiel, ce qu'on appelait des édentés avant, donc des xénartres aujourd'hui. Et parmi eux, d'abord, il va remarquer que ces animaux ont une conformation squelettique, pour autant qu'ils puissent la reconstituer, très semblable à celle d'animaux vivants, qu'il a pu observer, donc. Et parmi eux, l'un est particulièrement intéressant à cause de sa forme, c'est l'ancien, le tatou géant, le glyptodonte, dont il remarque évidemment que dans sa configuration d'ensemble, si ce n'était sa taille gigantesque, il est très 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 proche du petit armadillo qui est le tatou qu'il a vu se promener sur le continent sud-américain. Là encore, il se demande pourquoi un Dieu disposant d'une liberté de création infinie se serait astreint à ménager de telles ressemblances entre des créations qu'il commence à penser là nécessairement successives. Et il se demande également pourquoi Dieu, insistant en quelque sorte sur la ressemblance, au lieu de disposer de cette liberté de création infinie, va induire dans nos esprits l'idée que son Église combat d'une parenté inévitable entre de tels organismes. Eh bien, ces idées, dit-il, ces vagues doutes, voltigeaient de temps à autre dans mon esprit. C'est de cette manière que, dans son autobiographie, il va rendre compte beaucoup plus tard de ce qui se passait dans sa tête au moment du voyage, qui a duré quand même presque 5 ans. Et ces 5 années n'ont pas été des années totalement privées de réflexion, comme vous pouvez l'imaginer. Darwin pense à mesure qu'il observe. Et lorsqu'il va arriver à la fin du voyage, dans la dernière partie du voyage, en 1835, aux îles Galapagos, eh bien, il va observer des phénomènes qui vont également l'intéresser. Alors je passe bien sûr sur toutes les découvertes qu'il a pu faire pendant le voyage, je passe sur l'énorme importance des observations géologiques qu'elles concernent les îles volcaniques, qui auront par ailleurs une importance très grande lorsqu'il s'agira justement d'argumenter sur les mécanismes de la spéciation, et qu'il s'agisse des récifs coralliens qui feront en 1842, en même temps que Darwin rédigera sa première esquisse au crayon de sa théorie des espèces, mais qui feront l'objet de la première publication géologique rendant compte des observations du voyage. Donc nous passons directement aux îles Galapagos, qui sont également un archipel d'origine volcanique, comportant plusieurs îles qui sont à une certaine distance les unes des autres, l'ensemble se trouvant à presque 1 millier de kilomètres des côtes de l'équateur. Alors, aux Galapagos, il va se livrer à un certain nombre de facéties de naturalistes en vacances. Il va monter sur les tortues. Il va quand même prendre soin d'en disséquer une. Il va faire un tas d'observations dont vous pourrez trouver le détail dans n'importe quel compte-rendu, plus ou moins exact d'ailleurs, dans n'importe quel compte-rendu qu'on fait aujourd'hui volontiers des épisodes un peu saillants du voyage de Darwin. Mais il va s'intéresser effectivement aux reptiles. Et parmi eux,
il va s'intéresser à ces lézards très singuliers que sont les iguanes. Il va observer deux sortes d'iguanes, l'un qui recouvre de ses représentants tous les rochers ensoleillés qui jalonnent donc les côtes insulaires, et l'autre qui se trouve à l'intérieur des terres et qui présente là aussi avec son cousin marin une ressemblance tout à fait extraordinaire. Alors nous avons donc dans les terres l'iguane terrestre, bien sûr, et aux lisières, je dis bien aux lisières de l'eau, sur les rochers, nous avons l'iguane marin, Amblyrhynchus cristatus, disait-on à l'époque, ce qui en grec veut dire nez usé à crête, parce que ses crêtes dorsales sont un peu plus développées que celles de l'iguane terrestre. Il possède par ailleurs quelques caractères anatomiques qui le distinguent légèrement de son cousin terrestre, comme une forme différente de la queue. Consulte mon ami Jean-Pierre Gasque, qui n'est pas loin, et de légères palmures interdigitales, donc pour ce qui est bien sûr de l'iguane marin. Bien. Ces deux animaux présentent donc une ressemblance absolument sidérante, mais ils n'ont ni le même mode de vie, ni le même habitat. Et ce qui caractérise l'iguane marin est d'aller chercher sa nourriture à une certaine profondeur dans l'eau, à une distance très raisonnable de la côte. Il se nourrit d'une sorte de salade de mer. Et une fois son repas pris, il revient en toute hâte se mettre à l'abri sur les rochers. Darwin observe tout cela et se met à courir après les iguanes marins, qui ne sont pas effectivement terriblement farouches, mais dont il remarque que chaque fois qu'ils sont poursuivis, ils préfèrent se laisser attraper par l'homme plutôt que plonger tout simplement dans l'eau où l'homme aurait plus de difficulté à les suivre. Il va, de ce fait, décider d'expérimenter un peu là-dessus. Il va s'emparer de la queue d'un iguane marin et le lancer aussi loin que possible dans une étendue d'eau profonde qui se trouve à proximité de la mer, qui a été laissée par la mer. Et là, il va observer que chaque fois qu'il lance un iguane dans les flots, l'iguane revient vers lui et revient s'agripper au rocher où, effectivement, il semble désireux de passer l'essentiel de sa vie. Et là, Darwin, bien sûr, se dit, mais enfin, quand même, cette ressemblance extraordinaire entre ces animaux. Alors, je ne recommence pas mon explication de tout à l'heure, pourquoi un Dieu créateur, tout-puissant, infiniment sage, doté d'une liberté créatrice infinie, etc., pourquoi tant de ressemblances entre de tels animaux, et pourquoi ce tropisme vers la Terre? On peut imaginer que, justement, ces deux lézards auraient une ascendance commune, plutôt terrestre. Mais enfin, aussi, qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui nous crée un animal aquatique qui a horreur de l'eau? Donc, ces vagues doutes continuaient à s'agiter dans son esprit. Et puis, il arrive qu'il va revenir en Angleterre. Il va arriver en Angleterre en 1836. Il aura voyagé 5 années moins un trimestre. Et comme il est de coutume chez les voyageurs naturalistes, il va remettre les spécimens qu'il a rapportés de son voyage, eh bien, il va les remettre à des spécialistes pour identification, classement, expertise, etc. Et alors, bien sûr, tout cela donnera lieu à la publication des résultats du voyage, à la fois géologique, comme je le disais tout à l'heure, zoologique, etc. Donc, c'est une publication qui va durer des années et qui va contribuer à faire connaître davantage, évidemment, le naturaliste qu'était Darwin, qui s'était déjà rendu tout à fait célèbre, simplement en envoyant, par l'intermédiaire d'Henslow en Angleterre, des spécimens d'espèces qui n'étaient pas, évidemment, encore bien connues
en Angleterre. Parmi ces spécialistes, il va trouver un homme extrêmement intéressant, qui n'est pas d'ailleurs forcément quelqu'un que l'institution a couronné de laurier, mais qui est certainement à l'époque, au niveau technique, l'un des plus grands ornithologues anglais, c'est John Gould. Il porte ces spécimens à John Gould et il s'agit bien sûr des oiseaux dont nous avons parlé tout à l'heure. Il y a la question des autruches, il y a tout cela, il y aura une communication spéciale sur les autruches, mais il va apporter des spécimens d'oiseaux, de petits oiseaux, auxquels il a fait très peu attention d'ailleurs pendant qu'il était sur les îles, mais dont il a rapporté vraiment un assez bon nombre d'exemplaires. Ce sont ces fameux pinsons, les finches. Pinsons ou moineaux, on a traduit par moineaux d'ailleurs au XIXe siècle, ça c'est encore un coup de barbier, ce sont plutôt des pinsons mais pas tout à fait des pinsons. Et ces oiseaux présentaient d'une île à l'autre un certain nombre de différences assez caractéristiques auxquelles Darwin ne pouvait pas manquer d'être finalement attentif. Elles concernaient essentiellement non pas la taille, non pas forcément le plumage, mais essentiellement la forme et les caractéristiques du bec. Alors, il résultera de l'analyse de Gould que ces petits oiseaux, d'origine évidemment sud-américaine, d'une espèce migrante venue donc du continent américain, ces pinsons, Darwin pense au départ qu'ils se sont différenciés par adaptation au milieu différent de ces îles, et il les voit comme des variétés à l'intérieur d'une même espèce. La forme du bec, donc, je le disais, les différencie, et l'on passe, si on les aligne par ordre en fonction de la forme de leur bec, eh bien, on va passer d'une espèce qui s'appellera, que l'on baptisera Geospiza magnirostris, d'une espèce à bec globuleux, puissant, concasseur, car l'oiseau se nourrit de graines dures, qu'il casse donc avec ce bec, à un petit oiseau, en passant évidemment par des intermédiaires, un petit oiseau qui, lui, est doté d'un bec extrêmement fin, qui lui sert à aller chercher un tout autre type d'alimentation à l'intérieur des fissures qui existent dans des arbres en décomposition. C'est une alimentation carnée, pour le coup, faite de larves, d'insectes, de vermisseaux. Et cette petite bête s'appelle Lacertidea olivacea. On passe donc d'un gros bec concasseur, globuleux, à un petit bec fin, et on passe aussi d'un régime végétarien à un régime carnassier. Ces oiseaux ne sont pas, comme l'avait cru un peu superficiellement Darwin, des variétés d'une seule espèce. Ils appartiennent à des espèces différentes et pourtant proviennent d'une source unique. Et par conséquent, Darwin, sur l'autorité de John Gould, va juger que le transformisme est, grâce à cet exemple de ce que nous appellerions aujourd'hui spéciation insulaire, une chose enfin démontrée. Il l'apprend officiellement en mars 1837, et c'est en juillet 1837 que Darwin ouvre son premier carnet sur la transmutation des espèces. Dès lors, les choses vont s'accélérer. Darwin a acquis la conviction que les espèces ne sont pas fixes. Il a eu, à travers l'exemple des pinsons, la démonstration du fait qu'une espèce continentale migrante peut se différencier en fonction des terrains, des milieux sur lesquels elle va s'éparpiller. Elle va pouvoir donner naissance à des espèces qui auront des caractéristiques de totale indépendance, qui acquerront des caractéristiques de totale indépendance ensuite sur le plan éthologique. Donc, d'une certaine manière, le transformisme est déjà plus qu'une hypothèse, c'est une possibilité avérée. Ce qui est intéressant, c'est que Darwin va avoir besoin de comprendre comment s'effectue
cette transformation qui va conduire d'une espèce mère à des espèces filles qui seront détentrices de caractéristiques distinctes. Eh bien, il va en avoir l'occasion en 1838, alors qu'il se réadapte véritablement à son milieu anglais, et qu'il commence d'ailleurs à faire un certain nombre d'enquêtes sur l'année 38-39 en direction des éleveurs, les interrogeant sur les conditions de leur activité, les interrogeant sur ce qu'ils obtiennent et comment ils l'obtiennent. Et donc, il va, aux alentours de la fin du mois de septembre, le 27 septembre 1838, il va commencer la lecture d'un livre qui n'est pas particulièrement une nouveauté de librairie, qui est l'essai sur le principe de population de Malthus. Cette lecture va se poursuivre jusqu'au 4 octobre 1838. L'essai sur le principe de population a été publié pour la première fois en 1798. Et donc, Darwin lit cet essai dans une édition de 1826, une édition récente, qui est, je crois, la 6e édition. Et là, il va ressentir une sorte de, je dirais, de choc théorique qui va chez lui précipiter l'élaboration de la théorie. Bon, qu'explique Malthus? Je n'ai pas besoin d'y revenir longuement. Malthus explique, pour dire les choses très simplement, qu'il existe entre la capacité reproductive de l'espèce humaine et les ressources dont elle dispose une contradiction qui, à terme, devient insupportable. Il y a deux modes de croissance différents qui définissent l'un la croissance populationnelle et l'autre la croissance des ressources alimentaires. Le premier, la population croît en raison géométrique, les ressources alimentaires, selon Malthus, en raison simplement arithmétique. Par conséquent, inévitablement, la population devenant trop nombreuse pour jouir d'une façon équilibrée des ressources, eh bien, la population va se donner des signes de pathologie. Il y aura une lutte entre ses membres, il y aura des guerres, il y aura toutes les conséquences catastrophiques des guerres, des épidémies. Il y aura de toute façon des mécanismes qui, à travers de grands malheurs, nous conduiront à un nouvel équilibre. Mais cela, ça avait déjà été expliqué par un certain Joseph Townsend, qui est d'ailleurs l'une des sources de Malthus, à l'occasion d'une réflexion qu'il avait pu conduire sur une certaine île, qui était l'île de Juan Fernandez, une île qui est d'ailleurs l'île de Robinson. C'est l'île où Alexandre Selkirk a été abandonné, mais sur sa propre décision par le capitaine de son navire et son équipage. Eh bien, sur cette île de Robinson, s'était produite une expérimentation extraordinaire de sélection naturelle. Pour aller très vite, encore une fois, parce qu'on pourrait rentrer dans un très grand détail, nous tenons cela de plusieurs récits de voyageurs anglais, dont certains sont des écrivains reconnus. Il n'y a pas lieu absolument de mettre en doute la véridicité de ces récits qui se recoupent et qui sont multiples. Je le dis à destination d'un certain historien des sciences qui pensait que c'était une Robinsonade. Sur cette île, le découvreur de l'île avait déposé un certain nombre de chèvres, espérant à son retour trouver un véritable troupeau. Il ne s'était pas trompé, les chèvres ont cru et multiplié sur cette île. Elles sont devenues si nombreuses qu'il fallait quand même quelques raids de corsaires anglais pour s'approvisionner en viande et de ce fait réguler un peu la population. Mais lorsque les Espagnols se sont rendus compte du service que cette provision de viande fraîche
rendait aux Anglais, ils ont débarqué sur l'île un couple de chiens. Certains disent lévriers, enfin peu importe. C'était des chiens qui chassaient les chèvres. Et ces chiens, évidemment, trouvant abondante nourriture, croissèrent et multiplièrent jusqu'à ce que les chèvres fussent obligées, pour survivre, de devenir infiniment prudentes. D'abord, il y en a eu beaucoup d'assassinés, et d'autre part, celles qui ont survécu étaient évidemment celles qui possédaient les plus grandes ressources physiques et des ressources d'intelligence, puisqu'elles arrivaient à échapper aux poursuites des chiens en se réfugiant sur des rochers particulièrement escarpés, ce qui faisait que ceux des lévriers qui purent survivre également au cours de ces équilibrations complexes, eh bien, c'était aussi ceux qui pouvaient surprendre les chèvres les plus intelligentes et de nouveau en faire leur nourriture. Donc la conclusion de celui qui raconte cette histoire, d'après les récits de marins, un certain historien français qui s'appelait Élie Halévy, qui sera repris par Townsend, non, je vous dis des sottises. Townsend raconte l'histoire et c'est Élie Halévy, excusez-moi, qui va reprendre donc ce récit, et c'est à la fin Nora Barlow, la petite nièce de Darwin, qui va véritablement raconter cette histoire en la résumant bien sûr. Eh bien, ce qu'il ressort de cette histoire, c'est effectivement que nous assistons là à une première expérience de sélection naturelle, bien sûr induite par l'introduction humaine de ces animaux, mais qui, en dehors de l'intervention des marins occasionnels, des marins, et des simples mécanismes qui ont joué sur ce territoire clos, eh bien, représentent bien assez fidèlement le mécanisme de lutte pour l'existence et d'équilibration des populations que Darwin et les darwiniens pourront théoriser par la suite. Alors, Malthus, donc, donne un modèle, en quelque sorte, à Darwin, et ce modèle se trouvait déjà plus ou moins évoqué dans des textes de Candolle sur la guerre de la nature. Le thème en lui-même n'est pas absolument nouveau, mais la puissance modélisatrice du texte de Malthus est bien supérieure à celle des évocations simplement littéraires du texte de Candolle. Donc c'est vraiment Malthus qui va déclencher la compréhension globale du mécanisme sélectif par Darwin. Alors maintenant, il m'appartient quand même de vous l'exposer aussi simplement que possible. Je n'ai pas pensé que le mécanisme de la genèse de la théorie sélective aurait pu prendre la place de ce très beau portrait que j'aime beaucoup, mais peu importe, vous le trouverez notamment dans ce livre. On va faire très vite. Darwin part de deux faits principaux, on va les mettre à gauche du schéma, et de deux faits également principaux, mais qu'il va thématiser ensuite, qu'on va mettre sur la droite. Le premier fait, c'est la variation des organismes. Les organismes naturels varient. Et la variation d'un organisme prouve la variabilité naturelle des organismes, lors même qu'il s'agit d'organismes domestiques, parce qu'un organisme à l'état domestique reste un organisme naturel. Nous sommes bien d'accord là-dessus. La variation prouve la variabilité. Et ce qui est intéressant, c'est que Darwin met en place une autre induction juste à côté de celle-là qui paraît évidente, la sélection pratiquée par les éleveurs, auquel il a posé tant de questions. La sélection artificielle pratiquée par les éleveurs, donc au milieu de domestication, prouve la sélectionnabilité naturelle des organismes. Variation, variabilité, sélection, sélectionnabilité. Immédiatement, une hypothèse peut surgir. Est-ce que par hasard, une sélection de variation n'existerait pas dans la nature? Oui, bien sûr, cette première hypothèse surgit dans l'esprit de Darwin. Mais comment y répondre? Comment la confirmer? Et c'est là qu'apparaît le recours au modèle malthusien. Partie droite du schéma, donc. D'après Malthus et d'après l'observation en histoire naturelle, nous savons, que le taux de reproduction, non pas seulement des humains, mais de n'importe quel organisme
prenons les organismes à reproduction sexuée, pour rester dans notre univers, eh bien, ces taux de reproduction sont énormes, quel que soit l'organisme concerné. Par exemple, dit Darwin, si nous considérons un animal dont le temps de gestation est particulièrement lent, l'éléphant, en l'occurrence l'éléphante, eh bien, on peut considérer que malgré cela, en très peu de temps, un seul couple d'éléphants pourrait couvrir de sa descendance très rapidement un territoire absolument considérable, où nous ne verrions en quelque sorte que la descendance de ce premier couple d'éléphants, si rien ne s'opposait justement à cette prolifération. Mais enfin, deuxième fait, toujours à droite du schéma, on ne voit ça nulle part. On ne voit jamais un territoire recouvert entièrement de la progéniture d'une seule espèce. Ce à quoi nous assistons, c'est à des équilibres de coexistence entre plusieurs espèces sur un même territoire. Conséquence, et il s'agit là d'une déduction, il faut qu'il y ait un mécanisme régulateur qui est une forme éliminatoire, comme sur l'île de Juan Fernandez. Et ce mécanisme, eh bien, il l'a déjà trouvé, quasiment identifié ou thématisé chez Malthus, c'est la lutte. C'est la lutte pour l'existence dont il apparaît absolument nécessaire de conclure que ceux qui triompheront au sein de ce combat seront ceux qui seront précisément les mieux adaptés aux conditions de la lutte. Aucune autre conclusion ne peut être tirée de cela. La sélection des variations avantageuses est ce qui détermine la transformation des espèces. Eh bien, à ce stade, dans ce raisonnement, il n'y a plus d'hypothèse. Ce qui rend bien singulière cette théorie darwinienne et ce qui fait qu'elle embarrasse beaucoup d'épistémologues qui se sentent obligés de vouloir ramener la pensée scientifique à des critères de fonctionnement extrêmement réguliers et excluant justement cette capacité que certaines théories ont d'être absolument différentes. Je suis convaincu que la théorie darwinienne est absolument différente. C'est bien pour cela peut-être qu'elle connaît cette longévité. Alors, une fois munie de cette illumination théorique qui, sur le plan logique, est tout à fait extraordinaire à suivre. Je vous renvoie donc vraiment à ce schéma qui vous l'expliquera d'une façon beaucoup plus claire que je ne viens de le faire. Eh bien, une fois muni de cette compréhension du mécanisme, Darwin peut développer sa théorie. Alors, ça va aller d'abord assez vite. Il va évidemment se mettre toujours, suivant son caractère, en quête d'illustrations multiples, empruntées au domaine factuel de l'histoire naturelle, et cela, il y tient toujours beaucoup. Mais il va essayer d'en faire un premier exposé en 1839 dans un brouillon que j'ai traduit et qui se trouve dans l'édition Slatkin, ce qu'on appelle tout simplement le brouillon de 1839, et qui va être suivi 3 ans plus tard d'une première esquisse, divisée déjà en chapitres, d'une première esquisse au crayon, dit-il, de ma théorie des espèces, qui est précisément le titre de l'ouvrage que nous avons réussi à éditer après avoir longuement pesé chaque mot de cette traduction d'un manuscrit retrouvé sous l'escalier de sa résidence de Down en 1896, après la mort d'Emma Darwin, sa femme. Donc, première esquisse en 1842, deuxième en 1844. Là, c'est un manuscrit de 189 pages qui va devenir en transcription un manuscrit de 200 pages, 230, 231 pages exactement. Et là, nous avons une division en chapitres qui annonce déjà ce que sera effectivement le découpage de la future origine des espèces. Darwin va chercher à appuyer sa théorie sur des faits. C'est une obsession chez lui, c'est un maniaque du fait.
Et il va tellement tarder à écrire ce fameux grand livre sur les espèces qu'il entreprend en 1856 sous la recommandation et l'impulsion très forte de Lyell, qui lui dit il faut écrire. Il y a un jeune naturaliste qui commence à avoir des idées assez approchantes, qui avait publié en 1855 un premier mémoire dont Darwin ne s'était pas sincèrement inquiété, ce qui s'appelle Alfred Russel Wallace, et qui, 3 ans plus tard, eh bien, va envoyer à Darwin un article dont il s'inquiétera. Où effectivement, il co-découvre, et là je n'entrerai pas dans les détails, la théorie de l'évolution des espèces par le moyen d'un mécanisme qui est également celui de la sélection naturelle. Et je rappelle qu'il ne s'agit pas là d'une rencontre fortuite, il s'agit là d'une démarche parallèle de pensée, passant par des étapes précises, la dernière étant également dans le cas de Wallace, la lecture de l'essai sur le principe de population de Malthus. Alors, sur la question de la priorité, je vous en prie, elle est réglée, tranchée depuis longtemps. Darwin est évidemment le premier, et de très loin, à avoir formulé sa théorie. Arrêtons donc avec ces procès lamentables qui sont intentés à Darwin par des gens qui ont une culture journalistique ordinaire. Arrêtons cela. En revanche, je pourrais vous raconter jour après jour la torture morale qu'a été pour Darwin, le fait en 1858, cédant aux amicales pressions de ses amis Joseph Dalton Hooker et Charles Lyell, le géologue, eh bien, qu'a été le fait de devoir, pressé par cette rivalité qui faisait plus que s'esquisser à ce moment-là, de devoir, en quelque sorte, vouloir être le premier. Et s'il y a quelque chose qui a torturé moralement Darwin, à ses propres yeux, mais aussi beaucoup aux yeux des autres, ça a été d'avoir pu paraître, céder à la vanité de vouloir être le premier. Mais lorsqu'il s'agissait effectivement d'un travail qui avait duré 20 ans, très exactement 20 ans, il ne semblait pas disposé tout de même à faire comme si quelqu'un de beaucoup plus jeune et peut-être moins expérimenté que lui, tout en étant un immense naturaliste. Je rappelle que Wallace est connu notamment pour ses travaux extrêmement importants sur le mimétisme. Eh bien, Darwin n'a pas pu supporter de n'être pas le père, de n'être pas reconnu comme le père de sa propre théorie. Il va heureusement entamer avec Wallace, qu'il admire beaucoup, enfin, je veux dire que Wallace admire Darwin comme son aîné, comme un naturaliste de grande réputation, eh bien, la façon dont Wallace va accueillir les propositions de Darwin, de Hooker et de Lyell, va rassurer complètement Darwin. Il n'était pas un instant question pour Wallace d'entamer une querelle de priorité. Et par conséquent, les deux hommes deviendront des amis, des alliés, jusqu'à ce que, sur la question de l'homme, ils se mettent à diverger, mais cela, ce sera plus tard. Alors, nous voyons que cette théorie de la sélection naturelle met en place un couple notionnel important et maléfique également, le couple sélection-élimination. Et oui, la sélection naturelle sélectionne les plus aptes au détriment des moins aptes. Elle implique une élimination tendancielle de ceux qui ne présentent pas la bonne variation, c'est-à-dire celle qui ne sera pas retenue par le milieu comme étant positive et cohérente avec lui. Bien. Et dans cette Angleterre victorienne, je rappelle qu'en même temps que Darwin publiait son premier carnet en 1837, eh bien, la reine Victoria montait sur le trône. Cette théorie de la sélection naturelle pouvait rendre service à infiniment d'idéologues pressés de montrer que les choix économiques de l'Angleterre, ou plutôt les choix économiques de sa classe dirigeante, étaient effectivement justifiés par des lois de nature. Et là, nous avons à voir sous la main véritablement l'idéologue qui va s'en charger. Il s'appelle Herbert Spencer, il est philosophe mais aussi ingénieur.
Et il va être le père de ce que l'on nommera plus tard, en 1880, sous la plume d'un théoricien anarchiste français qui s'appelle Émile Gautier, le darwinisme social. Alors, je n'ai pas le temps, bien sûr, de vous parler du système de Spencer. Je vous renvoie au que sais-je que j'ai écrit il y a longtemps sur ce personnage. En quoi consiste le darwinisme social, ainsi rétroactivement nommé par Émile Gautier dans un contexte de polémique contre cette idéologie du reste? Eh bien, il s'agit de dire, Darwin nous a appris que nous faisions partie de la série animale. Hein? Dès l'origine des espèces, c'était impliqué, même s'il n'en parle pas longuement, il le suggère. Et tous les théologiens l'ont compris dès 1860. Donc, nous sommes très heureux de pouvoir maintenant disposer d'une théorie qui nous permette de légitimer les fondements du transformisme. L'homme est un animal, l'homme est un organisme. D'ailleurs, la société est également un organisme, c'est la thèse de Spencer. Elle évolue donc comme un organisme. Par conséquent, elle est soumise aux lois toutes simples de l'évolution. Et la loi de l'évolution, eh bien, M. Darwin vient de nous la révéler sous la forme de la théorie de la sélection naturelle et donc du corrélat théorique qui s'y rattache de l'élimination des moins aptes. Alors, pour que la sélection naturelle puisse continuer à jouer son rôle améliorateur au sein de l'espèce et du groupe social, il faut que celui-ci reste absolument dépendant de cette loi et que ce qui s'applique dans la nature s'applique aussi naturellement dans la société. Cela s'appelle donc, ou s'appellera, le darwinisme social. En un mot, c'est l'application de la théorie de la sélection naturelle à l'homme et aux civilisations humaines. Nous sommes dans les années 1860. Herbert Spencer vient de lancer le programme ou le prospectus de son immense système de philosophie synthétique où l'on ramène à un seul principe, finalement, l'interprétation de tous les phénomènes, depuis les phénomènes physiques jusqu'aux phénomènes de la connaissance, un peu sur le modèle des grands systèmes philosophiques du XVIIIe siècle. Et donc, nous en sommes déjà à l'utilisation sociologique que dans les années 1870, Herbert Spencer va faire de la théorie darwinienne de la sélection naturelle. Dans le même temps, c'est-à-dire au cours de cette décennie problématique où Darwin, ayant publié, comme vous le savez, en 1859, L'origine des espèces, décennie au cours de laquelle Darwin ne va absolument rien dire sur l'homme et même se l'interdire. Je renvoie à une certaine correspondance avec Lyell sur le motif de la prudence. On ne heurte pas impunément une deuxième fois, après le premier choc représenté par l'origine, les consciences religieuses en allant justement s'attaquer à ce qui reste et restera toujours le dernier rempart de la résistance dogmatique. Donc il n'a pas décidé de parler tout de suite de l'homme. En 1868, il va surtout consolider l'argumentation factuelle de sa théorie en publiant La variation des animaux et des plantes à l'état domestique. Ce n'est qu'en 1871 que Darwin va, nous le verrons, prendre la parole sur l'homme. Dans le même temps, donc, dans cette période de silence anthropologique de Darwin qui dure donc entre, on va dire, 1860 et 1871, eh bien, un autre théoricien, s'appuyant sur les thèses de l'origine des espèces, va produire sa théorie. Ce théoricien s'appelle Francis Galton, c'est le fondateur de l'eugénisme. Alors, de quoi est-il question véritablement et très schématiquement dans l'eugénisme galtonien? D'abord, on part d'une logique tout à fait différente de celle du darwinisme social. Alors, j'en ai un petit peu assez que l'on confonde toujours darwinisme social, eugénisme, racisme, colonialisme, cette espèce de magma indifférencié à l'intérieur duquel, finalement, Dieu lui-même ne retrouverait pas ses petits.
Galton explique que la sélection naturelle ne fait plus son travail dans l'état de civilisation qui protège les faibles au lieu de les laisser s'abandonner justement à l'extinction. D'où, pour Galton, il faut réinjecter dans la société un quantum de sélection artificielle. Vous savez ce que cela donnera. Eh bien, tout cela s'est fait en référence aux thèses darwiniennes avant même que Darwin n'ait écrit un seul mot sur l'homme et sur les sociétés humaines. Il le fera seulement en 1871. Et en 1871, voici ce qu'il explique. La sélection naturelle ne sélectionne pas seulement à l'intérieur des espèces, et notamment de l'espèce humaine, des variations organiques avantageuses, mais aussi des instincts. Parmi ces instincts, une catégorie a été spécialement favorisée au cours de l'évolution de l'homme. Il s'agit des instincts sociaux, ceux qui sont précisément à la base des comportements affiliatifs, des sentiments affectifs, des conduites solidaires, de l'augmentation de la rationalité qui va, à l'intérieur d'une évolution conjointe, se développer pour produire des institutions qui vont justement protéger les faibles au lieu de les laisser abandonner à une extinction naturelle. Bref, c'est la naissance de la civilisation. La sélection naturelle sélectionne les instincts sociaux. Darwin l'explique longuement et à plusieurs reprises dans La filiation de l'homme. Et les instincts sociaux se développant, développent, avec l'aide de la rationalité, la civilisation qui s'oppose à la sélection naturelle. Par la voie des instincts sociaux, la sélection naturelle sélectionne la civilisation qui s'oppose à la sélection naturelle. C'est cet effet qu'en 1983, dans un gros livre, j'ai nommé l'effet réversif de l'évolution, et dont j'ai produit une métaphore didactique qui se trouve sur la couverture de ce livre et qui est celle du ruban de Möbius. Bien sûr, ruban de Möbius, et c'est par là que j'en terminerai, je vais simplement, une fois de plus, le refaire devant vous. Je prends entre mes doigts une bande de papier qui possède deux faces, une face A, une face B. Nous allons appeler la face A nature, la face B culture ou civilisation. Nous allons refermer cette bande, mais avant de la refermer, nous allons imprimer à l'un de ses bords un mouvement de torsion d'un demi-tour et nous allons coller ces deux extrémités. Voici le ruban. Et là, sur ce nouvel objet, je vais promener mon doigt sur la face A, la face nature, et sans le décoller, je vais parvenir au terme de ce tour exactement à l'endroit d'où j'étais parti, ce qui veut dire que cet objet n'a plus maintenant qu'une seule face. Et pourtant, nous sommes bel et bien passés de l'autre côté. Et c'est à l'aide de cette métaphore didactique que je tente d'expliquer que l'origine de la morale n'est pas un phénomène pour lequel nous ayons besoin de penser une rupture magique dans l'évolution. C'est grâce à cette figure que j'entreprends également d'expliquer que sans sortir de l'immanence, nous pouvons accéder à l'univers des valeurs que nous ressentons cependant comme l'autre face de ce qui nous constitue dans l'évolution et dans la matière, parce qu'on nous a appris à considérer comme transcendantes les valeurs qui gouvernent nos comportements. Il y a chez Darwin une théorie matérialiste et scientifique de la génération de la morale. Et cette théorie, c'est effectivement ce que je commence à exposer véritablement dans ce livre dans lequel je parle également de ce que je n'ai pas pu aborder avec vous aujourd'hui, qui est la question de la sélection sexuelle et qui est une chose énorme qui va composer une partie des thèmes abordés en 1871 par la filiation de l'homme. C'est dans la cour nuptiale
que le mâle, voulant conquérir la femelle, c'est-à-dire se livrer par rapport à un autre individu, à un premier acte d'altruisme qui est le choix d'objet en vue de l'acte copulatoire et reproductif, eh bien, c'est au cours de cette cour nuptiale que, s'il est un oiseau de paradis, par exemple, il va se revêtir d'un plumage splendide qui lui assurera peut-être le consentement de la femelle et le choix qu'elle va exercer de son individualité, mais qui va également le mettre en danger et le conduire à ne plus pouvoir échapper aux prédateurs aux aguets. Autrement dit, dans la première situation de choix d'objet, avec l'horizon de l'amour, il y a effectivement un risque de mort, un risque auto-sacrificiel dans lequel, à l'autre bout de la chaîne évolutive, chez l'homme, avec la morale humaine citée nommément comme étant celle de Kant par Darwin lui-même, eh bien on trouvera le sacrifice de soi pour autrui et pour la société comme idéal moral de l'humanité. Là encore, pas de rupture, beaucoup de différences de degré, non de nature, et des processus complexes qu'il s'agit aujourd'hui d'analyser. Je vous remercie. Merci beaucoup.